Voici Thomas Gaines, un adolescent perturbé au sein d'un foyer en crise. À l'âge de 15 ans, il a déjà 3 tatouages, dont une croix faite d'ossements sur sa main gauche. Thomas s'est bâti une réputation peu enviable partout en ville. Il est connu pour son comportement violent, autant verbal que physique, envers sa propre mère, Janice Gaines. Rends-moi le miroir. Quoi? Il vient de ma mère. Mais elle-même n'est pas à son meilleur. Janice est monoparentale et travaille sur l'horaire de nuit dans une pâtisserie locale. Elle a développé une grave dépendance à l'héroïne et, pire encore, selon certains, une dépendance aux sucreries. L'activité préférée de Janice est de passer ses journées à ronfler, ce que Thomas apprécie. Cela lui permet, avec ses frères et sœurs plus âgés que lui, Kimberly et Craig, d'avoir des comportements inappropriés. Thomas a récemment été arrêté pour vol à l'étalage d'ordinateurs, un acte criminel. Des ordinateurs. Il est sur le point d'être envoyé au centre de détention pour jeunes contrevenants. Mais qu'est-ce qui t'a pris des ordinateurs? Viens ici. Un beau jour d'été en 2008, dans le but de pouvoir s'amuser un peu, Thomas vole 5 $ dans le sac à main de sa mère. Il prend son portefeuille et son sac à dos et part rencontrer des amis pour aller jouer au basketball dans un parc. À la tombée du jour, la partie se termine et il appelle à la maison pour que sa mère puisse venir le chercher. Comme d'habitude, elle dort profondément. Son frère Craig, exaspéré, lui dit de revenir à la maison à pied. C'est la dernière conversation qu'aura Thomas Gaines avec quelqu'un. Par cette belle soirée paisible, il disparaît dans la nature sans jamais plus donner de ses nouvelles. Lorsqu'un adolescent est porté disparu, surtout avec des antécédents de dépendance aux drogues, de violence ou de conflits familiaux, le cas est toujours traité comme une fugue. Et dans presque tous les cas, l'enfant est retrouvé et ramené à la maison dans un délai de 72 heures ou jamais. Le décompte est maintenant commencé pour Thomas Gaines. Les circonstances font que les autorités croient que Thomas a fait une fugue pour toutes sortes de raisons. Mais le délai critique de 72 heures tire à sa fin et les policiers commencent à penser qu'ils ne trouveront pas Thomas Gaines de sitôt. Voici le dilemme. Est-ce que quelque chose de dramatique lui est arrivé ou a-t-il décidé de disparaître parce qu'il avait peur de se retrouver en détention juvénile? Les autorités doivent maintenant commencer à regarder d'autres pistes et ils doivent le faire rapidement. 10% des enfants qui disparaissent ne le font pas volontairement. Dans le cas de Thomas Gaines, les heures deviennent des jours, puis des semaines, et rapidement, 3 mois s'écoulent sans avoir d'indice sur l'endroit où se trouve le garçon. Un soir, les policiers reçoivent un appel urgent. Le frère aîné de Thomas, Craig, est à l'autre bout du fil et il dit qu'il voit son petit frère à l'extérieur en train d'essayer d'entrer dans le garage. Les policiers se rendent de toute urgence à la maison des Gaines. Ils fouillent le garage, puis les alentours. Il n'y a aucune trace d'effraction. Les policiers interrogent Craig et commencent à se demander s'il n'aurait pas inventé cette histoire. Et si oui, pourquoi? Les gens racontent des histoires aux policiers tout le temps. Est-ce pour rire? Est-ce parce qu'ils ont mal interprété quelque chose qu'ils ont vu ou entendu? Parfois, il s'agit tout simplement d'un appel à l'aide. Deux ans après la disparition de Thomas Gaines, un garçon de 15 ans, les enquêteurs reçoivent un appel d'un policier italien. L'homme à l'autre bout du fil dit qu'un jeune homme sous leur protection a récemment réussi à sortir de l'emprise d'un réseau de trafiquants de drogue européens pour qui il travaillait. Le jeune homme affirme avoir été kidnappé 2 ans plus tôt à Pomona, en Californie. Il s'appelle Thomas Gaines. Les policiers sont stupéfaits. Le policier italien mentionne aux enquêteurs que, quoi qu'il semble traumatisé, Thomas semble être en bonne santé. Il a également appris à parler quelques mots de plusieurs langues, dont le français. C'est un événement incroyable.
Les probabilités d'être encore en vie après être disparu depuis 2 ans sont de l'ordre de, disons, 1 sur 10 millions. On a plus de chances d'être mangé par un alligator que d'être retrouvé vivant après avoir été détenu si longtemps. Bonjour. Bonjour. Madame Gaines? Oui. Les enquêteurs arrivent chez Janice et lui annoncent la bonne nouvelle. Son fils Thomas, disparu depuis longtemps, aurait été retrouvé vivant en Italie. Les autorités demandent qu'un membre de la famille se rende en Europe pour l'identifier. La famille Gaines est totalement sous le choc. Ils savent maintenant pourquoi il a disparu et ils sont très heureux qu'il soit en vie. Mais Craig est anormalement discret, écoutant attentivement l'histoire. Ils ont trouvé Tommy. Il semble atterré par la nouvelle. Une organisation religieuse locale amasse les fonds pour payer le voyage en Italie de Kimberly, la grande sœur de Thomas. On appelle maintenant Kimberly la Gaines raisonnable. Elle est douce, gentille et quelque peu naïve. Elle n'a jamais voyagé hors de la Californie, encore moins à l'étranger. Mais elle entend bien se rendre là-bas pour identifier son petit frère et par le fait même, mettre fin au cauchemar que la famille vit depuis 2 ans. Depuis la disparition de Thomas, sa mère et son frère ont radicalement et positivement changé leur vie. Janice est maintenant aide comptable et Craig est fraîchement diplômé du collège communautaire local. Lorsqu'un adolescent est victime d'un enlèvement, il y a toujours beaucoup de séquelles pour les autres membres de la famille. Lors du retour, tout le monde doit s'adapter à la nouvelle situation familiale, surtout la victime. Et ce n'est pas une tâche facile, parce que tout le monde a changé. Kimberly, anxieuse, arrive au poste de police. Elle a apporté une série de photos avec elle. Dans une autre salle, assis calmement, se trouve un adolescent qui a vieilli un peu, presque un homme. Kimberly l'observe par la fenêtre. Est-ce que ce jeune homme perdu dans un pays étranger, à 13 000 km de la maison, peut réellement être son petit frère disparu il y a longtemps? Thomas Gaines, un adolescent perturbé, vole de l'argent à sa mère et se rend au parc pour jouer au basketball pour ne plus jamais être revu par la suite. 2 ans plus tard, le service de police de Pomona reçoit un étrange appel d'une station de police en Italie. Un jeune sous leur protection affirme avoir été kidnappé 2 ans plus tôt à Pomona, en Californie, et qu'il s'appelle Thomas Gaines. Des enquêteurs en informent la famille, et Kimberly, la sœur de Thomas, s'envole pour l'Italie pour l'identifier et le ramener à la maison. Poste de police à Naples, en Italie, en 2010. Kimberly Gaines, avec des photos de famille dans les mains, entre dans une petite salle dans laquelle est assis calmement un adolescent. Il se lève rapidement, incrédule, et se jette dans ses bras. Elle le reconnaît immédiatement. Sur sa main gauche, elle voit son tatouage, une croix faite d'ossements. Sans plus tarder, elle confirme aux autorités qu'il est bel et bien son petit frère, disparu depuis longtemps. Mais on l'avertit de ne pas avoir trop d'attentes envers lui pour le moment. On lui dit qu'il aurait peut-être été gravement maltraité pendant sa captivité et qu'il a peu de souvenirs de sa vie avant l'enlèvement. Et enfin, Thomas parle anglais avec un accent français. Dans une situation comme celle-ci, les kidnappeurs veulent des victimes autonomes. Ils ne veulent pas de quelqu'un qu'ils auraient à enfermer ou se préoccuper du fait qu'il pourrait s'évader. Ce qu'ils font, c'est un lavage de cerveau. Ils leur disent que vendre de la drogue est la chose la plus normale au monde et que de toute façon, leur famille ne veut plus les voir. Satisfait, les autorités le relâchent. On rentre à la maison. Et les deux se rendent au consulat américain, où Thomas reçoit un nouveau passeport américain. Pour le retour de Thomas et Kimberly en Californie, on avait préparé une petite célébration en famille avec quelques enquêteurs. Bonsoir. Bienvenue chez vous. Janice, la mère de Thomas, regarde la scène de loin. Kimberly la rapproche de Thomas.
Janice le regarde longuement dans les yeux, puis le prend dans ses bras. Thomas regarde autour et s'aperçoit que quelqu'un est absent. Son frère Craig. Il lui demande où est son grand frère. Elle lui dit qu'il ne pouvait pas être présent. Craig vient tout juste de terminer ses études, mais il s'est joint à un programme de désintoxication. La famille Gaines est évidemment au comble de la joie d'avoir retrouvé Thomas. Mais certaines choses leur semblent plutôt étranges. Les yeux de Thomas ont changé de couleur. Il a toujours eu les yeux bleus, mais maintenant ils sont devenus brun foncé, presque noirs. Et son teint est beaucoup plus foncé et olivâtre. Étonnamment, Thomas confie à la famille certains détails horribles de sa captivité. Ils ont utilisé des produits chimiques pour changer la couleur de sa peau et celle de ses yeux, afin de s'assurer qu'on ne puisse jamais le reconnaître. Évidemment, tous les membres de la famille sont horrifiés et ne veulent qu'une chose, que Thomas reprenne une vie normale. Janice vit maintenant dans un tout petit appartement. Thomas emménage donc chez Kimberly et son mari dans une roulotte à environ 30 km de la ville. Voilà, c'est ici. C'est ça. Il dort sur un matelas sur le plancher. Il s'inscrit au 2e cycle à l'école secondaire locale. C'est un environnement plus rural qu'à Pomona où vivait Thomas auparavant. La famille croit que c'est bien pour lui de rencontrer de nouveaux camarades de classe qui ne le connaissent pas et qui ne se prononceront pas sur ce qu'il a vécu. C'est l'histoire d'un garçon qui a été kidnappé, qui a été transporté en Europe par un réseau de trafiquants de drogue et qui a réussi à s'évader. Une histoire pour écrire un livre ou un mauvais film sur DVD. Une émission de nouvelles à sensation entend parler de l'histoire et décide d'embaucher un détective privé, Ron Dyson, afin de fouiller cette affaire en profondeur. Bonjour. Dyson se présente à la roulotte de Kimberly avec une équipe de télévision. Thomas est ici? Non. Kimberly leur demande de partir, mais Thomas sort et accepte volontiers d'être interviewé. Dyson est très étonné de l'accent français prononcé du garçon et de son anglais approximatif. Dyson compare une photo de Thomas à 15 ans avec l'adolescent de 17 ans qu'il a devant lui et il voit qu'il y a quelque chose d'anormal. Après avoir entendu l'histoire de Thomas au sujet de la couleur de ses yeux changer de façon permanente, Dyson parle à plusieurs ophtalmologistes et leur demande si la couleur des yeux peut être changée en leur injectant des produits chimiques. Ils lui ont tous répondu non. On peut changer la couleur des yeux avec des lentilles cornéennes, oui, mais avec des produits chimiques ou des gouttes pour les yeux, pas vraiment. Puis, Dyson contacte un expert des langues pour savoir si l'accent d'une personne peut changer de façon aussi radicale et si on peut perdre l'usage de sa langue maternelle en seulement 2 ans. Encore une fois, la réponse est non. Oui, on peut emprunter un peu l'accent ou avoir une façon différente de dire les choses, mais une personne ne perdra pas l'usage de sa langue maternelle. Dyson fait part de ses soupçons au service de police de Pomona, mais ils sont occupés par un nouveau cas, un possible meurtre. Thomas Gaines, un adolescent perturbé âgé de 15 ans de Pomona en Californie, disparaît soudainement sans laisser de traces. 2 ans plus tard, les policiers reçoivent un appel étrange des autorités italiennes. Ils disent qu'un jeune homme sous leur protection s'appelle Thomas Gaines. Ses yeux n'ont plus la même couleur et il parle avec un accent français très prononcé. Thomas et sa famille tentent de vivre une vie normale. Mais un détective privé, Ron Dyson, décide de fouiller l'histoire. Il sent que quelque chose ne va pas et s'en remet au service de police de Pomona. Pendant ce temps, des travailleurs de la construction s'affairant sur un nouveau projet à Pomona ont déterré les restes d'un squelette d'adolescent mâle. Avec les ossements, on découvre un T-shirt, un short de basketball, un sac à dos et le portefeuille d'un garçon de 15 ans, Thomas Gaines. Les détectives en matière d'homicide sont préoccupés. Ils envoient les ossements au labo pour un test d'ADN. Si ce sont les os de Thomas Gaines, alors qui est le jeune homme qui vit avec la famille? Et s'ils ne sont pas à Thomas, qui est cette victime?
Les autorités décident de prélever l'ADN de Thomas Gaines. Ils se rendent à la roulotte et demandent à Thomas de les suivre au poste de police pour répondre à certaines questions au sujet de ses ravisseurs. D'accord. Merci. Thomas les suit, et pendant qu'il est au poste, on prélève son ADN et ses empreintes. Oui. On n'avait jamais pris ses empreintes digitales. Vous vous rendez compte? C'est la première chose à faire. C'est crucial pour savoir des choses comme « Qui est cet homme ?» Les autorités envoient ces empreintes dans les banques de données du FBI et d'Interpol, et ça fonctionne. Mais ils sont très étonnés du résultat. La personne qui affirme être Thomas Gaines est un citoyen français du nom de Jacques Gobert. Il est connu des forces de l'ordre en Europe comme personnificateur d'enfants disparus. Il a même un surnom, le caméléon. Chaque fois qu'on découvre les fraudes de Jacques, il admet de façon désinvolte son crime et se fond dans les ténèbres pour ressurgir ailleurs et recommencer son petit jeu. Service de police de Pomona en 2010. Les policiers interrogent Jacques sur comment il a réussi à pouvoir personnifier Thomas Gaines. Jacques leur répond « Je ne suis pas méchant, je veux juste être aimé. Je veux faire partie d'une vraie famille. » Il a admis presque joyeusement qu'il vivait dans un refuge pour jeunes en Italie, mais qu'il était sur le point de se faire prendre. Il a alors décidé que cette fois-ci, il volerait l'identité d'un Américain. Ça deviendrait plus compliqué pour les autorités italiennes de le démasquer. Pendant la nuit, il s'est introduit dans le bureau du refuge et a appelé au Centre pour les enfants disparus et exploités des États-Unis en se faisant passer pour un employé. Jacques s'est pratiquement décrit à la dame au téléphone. En consultant la banque de données, elle a trouvé une ressemblance entre son interlocuteur et un garçon qui est disparu de Pomona 2 ans auparavant. La couleur des yeux n'était pas la même, mais tout le reste était très semblable. Le Centre pour les enfants disparus et exploités des États-Unis envoie rapidement une photo de Thomas Gaines à l'adresse courriel du refuge. Jacques croit qu'il ressemble suffisamment au garçon américain pour se faire passer pour lui. Gobert confirme que l'adolescent disparu est au refuge et qu'il est là devant lui. À ce moment, Jacques passe en mode imitation. Il étudie la photo et découvre le tatouage sur la main de Thomas. Et l'étape suivante est évidemment le salon de tatouage, où le génie se fait faire exactement la même image sur la main, au même endroit. L'étape finale est le service de police de Naples. Ça s'est passé comme ça. Mais maintenant, les policiers de Pomona ne voient plus Jacques seulement comme un imposteur. Ils le voient comme un suspect pour meurtre. Les autorités arrêtent Gaines sous un autre chef d'accusation, pour contrefaçon. À ce point-ci de l'enquête, il y a plus de questions que de réponses. Une première question importante est celle-ci. Qu'est-il arrivé à Thomas Gaines? Et une deuxième, pourquoi la famille Gaines continue-t-elle à jouer le jeu que Jacques est Thomas? Lorsque les policiers reçoivent le résultat positif du test d'ADN fait sur les ossements de Thomas Gaines, ils interrogent Jacques. Il se met à raconter comment il a volé l'identité du garçon, mais il jure n'avoir rien à faire avec sa disparition. Il ajoute que le seul membre de la famille qu'il évite est Craig, le grand frère de Thomas. Il dit aux policiers qu'il croit que le grand frère de Thomas a toujours su qu'il était un imposteur, mais qu'il ignorait pourquoi. Le Français Jacques Gobert est un escroc au début de la vingtaine. Il a dupé une famille éplorée et les autorités de 2 pays en leur faisant croire qu'il était Thomas Gaines de Pomona, en Californie. Mais 3 mois après son arrivée à Pomona, les restes du vrai Thomas Gaines sont déterrés par une équipe de travailleurs de la construction. Jacques craque et admet qu'il est un imposteur, mais qu'il n'a aucune idée de qui a pu tuer le vrai Thomas Gaines. Les détectives de Pomona informent Janice de la découverte des restes de son fils et de l'identité de celui qui affirme être Thomas Gaines. Janice est renversée et remplie de tristesse. Elle dit qu'elle commençait à soupçonner que le jeune homme n'était pas son fils, mais qu'elle voulait tellement y croire.
Craig est moins émotif, mais il nie savoir quoi que ce soit au sujet de la disparition de son frère. Quelques jours plus tard, les policiers se rendent à l'appartement de Craig pour l'interroger, surdose de drogue. On conclut au suicide. Janice s'effondre lorsque les policiers lui annoncent la mort de Craig. Elle sait pourquoi Craig s'est suicidé. Il y a 2 ans, après la disparition de Thomas, Craig a révélé à sa mère qu'il avait tué Thomas en l'étouffant, à la suite d'une rage subite causée par la drogue. Il avait enterré le corps dans un petit bois près de la maison. Janice a probablement gardé le secret de Craig pendant toutes ces années à cause de son propre sentiment de culpabilité, de la honte, mais aussi pour protéger le seul fils qui lui restait. Janice Gaines a été trouvée coupable de complicité de meurtre et purge une peine de 10 ans de prison. Jacques Gobert a plaidé coupable à des accusations de parjure et de possession et obtention de documents officiels sous de faux prétextes. Pour la personnification insensible et inconsidérée d'un garçon disparu, Jacques a reçu une peine de 6 ans de prison. C'est un cas qui a plusieurs conclusions tragiques. C'est l'histoire d'une famille qui perd un enfant, le voit réapparaître 2 ans plus tard et le perd de nouveau dans des circonstances inimaginables. Et c'est aussi l'histoire d'un homme qui ne voulait qu'avoir une famille qu'il aimerait et qui a tout fait pour que ça arrive. Peut-être que pour un court moment, ça a été salutaire dans les 2 cas.